bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief sur Média 1. Merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, la coalition de l'opposition dite Yewwi Askan Wi dénonce ce qu'ils appellent un recul des acquis démocratiques. Cette coalition de l'opposition sénégalaise a vu sa liste nationale invalidée pour les législatives de juillet prochain, ce qui a abouti à des séries de contestations dans la capitale sénégalaise et dans d'autres parties du pays. Tentons vers des législatives sous haute tension au Sénégal. Comment aller vers un scrutin apaisé? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de la Somalie, où le nouveau président a nommé son nouveau premier ministre, qui a été approuvé par le Parlement somalien. Le pays traverse depuis une quinzaine d'années des attaques terroristes, des conflits récurrents en interne, ainsi que la famine. Quelles sont les stratégies qu'on doit adopter aujourd'hui pour aller vers une stabilité en Somalie? Quelles conséquences de cette situation sur le pays? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos invités. Monsieur Mamadou Sy Albert, journaliste et analyste politique. Merci d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, je réponds à votre invitation toujours. Et bonjour à Cheikh. Et toujours un plaisir partagé également, M. Sy. En face de vous, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci également d'être là avec nous, Cheikh. Merci à vous, Daoud. Je vous remercie aujourd'hui pour cette invitation-là au niveau de Média 1 pour cet nouvel épisode du débrief. Et Monsieur Sy, j'en viens à vous. Après une première manifestation autorisée et encadrée le 8 juin dernier, les membres de la coalition Yewwi Askan Wi ont décidé de remettre cela le 17 juin dernier, cette fois-ci interdite. Ce qui était parti pour être une manifestation pacifique aura finalement enregistré officiellement 3 morts. Quelle lecture aujourd'hui faites-vous de cette série de violences que l'on note au Sénégal à chaque approche de joutes électorales? Bon, disons que c'est un phénomène politique récurrent au Sénégal. Maintenant, il y a quand même une particularité de ces législatives. Il y a vraiment une tension sociale et économique qui est là, elle est latente. La tension politique, elle est beaucoup plus manifeste, en ce sens que les rivalités entre la majorité présidentielle incarnée par Benno et la coalition Yewwi Askan, c'est vraiment les deux grandes coalitions qui ont eu de très bons résultats aux élections locales. Et d'une certaine manière même, Yewwi Askan a fait du score assez honorable dans les grandes villes. C'est là où le Benno a perdu au local. C'est fondamentalement l'ancrage de Yewwi Askan qui explique la défaite de la majorité présidentielle. Donc on est dans un deuxième tour qui ne dit pas son nom. Benno sait qu'une seconde défaite aux législatives va être fatale à la majorité présidentielle parce qu'elle va perdre l'Assemblée nationale. Yewwi Askan sort d'une grande victoire dans les grandes villes. Les populations adhèrent. Une deuxième victoire sur la majorité porterait Yewwi Askan à l'Assemblée. Probablement que Yewwi Askan pourrait devenir la force majoritaire au prochain Parlement. Donc ça veut dire que cette tension politique entre la majorité qui craint de perdre la majorité et cette opposition revigorée soutenue par de larges secteurs au niveau des villes croit à sa chance de gagner les législatives. Donc c'est cette tension-là qui fait que un peu le Sénégal revient en arrière quand même, revient totalement en arrière, parce qu'on peut comparer la situation du Sénégal en 63 et la situation actuelle. C'est maintenant en 63, c'était... En quoi existe-t-il des similitudes entre ce qui s'est passé en 63 et en 2022? Mais parce que l'an 63, c'était une bataille entre le président Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil Mamadou Dia. Donc c'est l'Assemblée, le législatif contre l'exécutif. Et également, au centre maintenant de cette bataille politique, il y avait le contrôle du parti au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez un schéma inversé. C'est-à-dire que Benno, la majorité présidentielle, est menacée, elle risque de perdre l'Assemblée nationale. Et si elle gagne l'Assemblée nationale,
on revient à la case de 63. C'est-à-dire que vous aurez un président de l'Assemblée nationale qui sortira des rangs de l'opposition et un président de la République qui sera sous le contrôle de l'Assemblée nationale. Et peut-être même, le président ne pourra pas désigner le Premier ministre sans l'accord de l'Assemblée. Donc c'est ce conflit-là qui a poussé Senghor à élaborer une constitution justement du régime présidentialiste. Et Macky Sall ne veut pas céder à ce régime présidentialiste-là. Il sait que s'il perd l'Assemblée, il va vers une séparation définitive entre l'exécutif et le législatif. Et ce qu'on appelle aussi une cohabitation. Si tu permets même un élément, la répression qu'il y a eu en 1963, l'emprisonnement de Dia, mais on va vers ça. Aujourd'hui, emprisonner Ousmane Sonko, c'est à la limite l'équivalent de l'emprisonnement de Dia. Parce que Ousmane Sonko incarne réellement, aujourd'hui, en tout cas vu l'état des forces, potentiellement le futur président de l'Assemblée nationale. Donc la répression, elle n'est pas gratuite. Le fait que Macky Sall aujourd'hui utilise l'armée, la police, la gendarmerie, alors que le processus électoral n'a même pas encore démarré, ça veut dire qu'il y a une inquiétude. Et nous espérons que un scénario similaire ne se produira pas. Déjà aujourd'hui, il y a des médiations qui sont en train d'être menées par des acteurs de la société civile sénégalaise et d'autres acteurs également pour voir comment ramener les deux partis à la raison, à savoir la coalition au pouvoir dirigée par le président Macky Sall et la coalition également de l'opposition Yewwi Askan Wi du président Ousmane Sonko. Et cher, j'en viens à vous. Cette bataille politique aujourd'hui engagée fait suite à l'invalidation de la liste nationale des titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi par le Conseil constitutionnel pour non-respect de la loi. Aujourd'hui, ce scénario est assez inédit quand même, puisque en tout cas pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, une liste voit aujourd'hui ses titulaires invalidés, mais les suppléants de cette liste-là peuvent aller aux législatives à la place des titulaires. Que pensez-vous de cette décision du Conseil constitutionnel? Je vais emprunter le pas au doyen Maurice Albert pour dire que l'histoire est têtue. L'histoire risque de se répéter. On parle de liste valide, liste invalidée, mais il faut toujours se référer à ce qui s'est passé. De 60 à 63, Senghor va expérimenter un régime parlementaire bicéphale, exécutif à deux têtes, avec le président du Conseil et le président de la République. Maintenant, lors des événements de 62, Senghor va écarter donc Mamadou Dia pour installer un régime présidentiel. Maintenant, de 60 jusqu'à 63, on parle de la Première République sénégalaise. Maintenant, donc, on a expérimenté un régime parlementaire qui se soldait pratiquement par un échec du fait des différences d'approche de politique entre Senghor et Mamadou Dia, même au sein de leur propre parti politique. Maintenant, de 67 aux années 99, on va tester la Seconde République sénégalaise avec le régime présidentialiste. Maintenant, ce régime présidentialiste va avoir ses avantages, mais aussi ses inconvénients, avec le multipartisme certes, mais ces inconvénients vont se noter avec l'interdiction des partis comme le BDS et d'autres partis politiques. Donc, pour vous dire tout simplement que malgré ces tests-là de régime parlementaire et de régime présidentiel, aux années 2000, Abdoulaye Wade donc va faire l'alternance et arriver au pouvoir. On parle même de Troisième République parce qu'il y aura un changement de constitution, d'autres dispositions vont être mises à l'intérieur de la constitution. Donc on pense que le Sénégal allait être dans une trajectoire où on allait tout droit vers une évolution démocratique assez conséquente qui va permettre au pays vraiment de se débarrasser de ces problèmes-là avec les élections, avec les listes. Mais est-ce qu'une telle évolution, cher, peut être possible sans une réelle séparation des pouvoirs? Pas une séparation sur le principe, mais une séparation dans les faits. C'est là où je voulais en venir. Par exemple, actuellement, on voit que la liste de Yewwi Askan Wi, la liste des titulaires est pratiquement invalidée, si je peux m'exprimer ainsi, d'après le Conseil constitutionnel. Mais pour moi, c'est un précédent dangereux. Comment le Conseil constitutionnel peut interdire une liste prétextant qu'ils n'ont pas respecté le parrainage
Alors que l'autre liste, celle de Benno Bokk Yakaar, n'a pas respecté, par exemple, le nombre requis pour pouvoir participer à ces élections. Mais je pense que la même loi sur le non-respect de la loi aujourd'hui sur la parité leur a été appliquée. Oui. Puisque concernant la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est la liste de leurs suppléants qui a été invalidée pour non-respect de la parité. Donc là, on valide la liste des titulaires ici et on invalide la liste des suppléants là-bas. Mais est-ce que cela vaut la peine? Plutôt permettre aux différentes parties de corriger leur liste. C'est tout simplement ça. Et aller vers des élections apaisées. Mes chers, corriger leur liste au niveau du Conseil constitutionnel, est-ce que ce n'est pas trop tard? Puisqu'il y a la loi également, il y a la DGE, il y a les dépôts au niveau de la DGE, des choses à corriger et tout. Le Conseil constitutionnel est chargé de dire le droit, est chargé de dire la constitutionnalité de telle ou telle autre décision ou de tel ou tel autre acte. Mais Daouda, on nous parle de loi, de liste, de règles, de Conseil constitutionnel, tout ça c'est vrai. Mais au niveau du ministère de l'Intérieur et de la DGE, on pouvait pourtant appeler les différentes parties et tout simplement les permettre de corriger les listes malgré la décision du Conseil constitutionnel et tous ces autres aspects qui entourent nos problèmes là actuellement. Mais corriger les listes vaut mieux qu'aller vers des affrontements. Qu'on se dise la vérité, actuellement le Sénégal est observé par tout le monde. Et par rapport à ces affrontements-là, monsieur, si du côté de l'opposition comme du pouvoir, aujourd'hui, on voit des invectives d'une part, des attaques physiques et même verbales. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de cette attitude de part et d'autre, que ce soit des gens de l'opposition comme du pouvoir également? Je pense qu'il y a effectivement, comme vous dites, une violence verbale de part et d'autre. Le contexte explique... Et même une violence physique, puisqu'au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, des étudiants des différents bords, opposition comme pouvoir, se sont affrontés et il y a même eu des blessés à l'arme blanche. Absolument, c'est cette violence verbale qui a sécrété la violence physique et l'intervention des forces de sécurité depuis pratiquement 15 jours. Les forces de sécurité sont en alerte. Donc on passe, si vous voulez, on est dans un processus très violent. Maintenant, comment l'expliquer? La perte du pouvoir devient une hantise pour le Benno Bokk Yakaar. Ils ne peuvent pas accepter de perdre les législatives. Ce serait trop dur à supporter. Ça aura des conséquences politiques énormes sur les 2 ans qui restent au président Macky Sall. C'est pour ça le langage, il est ordurier. Et c'est la haine. C'est la première fois depuis quand même la période du parti unique. Même quand il y avait des violences verbales, c'était entre des militants du Parti socialiste. Mais depuis l'avènement de Wade, le discours politique est devenu quand même beaucoup maîtrisé et par Wade et par le Parti socialiste. C'est la première fois qu'on voit la haine dans l'espace public. Face à cette haine-là que vous évoquez, est-ce qu'on ne tend pas aussi, M. Sy, vers des législatives également sous haute tension, si l'on sait qu'il nous reste un peu moins d'1 mois? Mais bien sûr que ça va être tendu. Ça va être une campagne qui risque en tout cas d'être très, très, très pauvre. Parce que c'est l'injure, c'est le recours à l'ethnicité, c'est la médisance, c'est des invectives. Donc, de part et d'autre, il y a, particulièrement au niveau de la majorité présidentielle, je pense qu'il y a une peur bleue de la défaite qui explique ce désarroi au niveau de la majorité. Maintenant, au niveau de l'opposition, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages. Par exemple, ce député qui a insinué des insanités à l'adresse du président de la République, c'est des dérapages, mais ce n'est pas violent. Au niveau de l'opposition, il n'y a pas encore une violence verbale, il n'y a pas encore de violence physique. Ce qui fait peur le plus, c'est les forces de sécurité sont en alerte maximale. Mais en même temps, si vous regardez ce qui se passe, en tout cas dans la région de Dakar, c'est qu'il y a des milices populaires qui se constituent ici et là dans les quartiers. Cette violence populaire va nécessairement se sentir pendant la campagne électorale. Parce que pendant la campagne électorale, tous les protagonistes vont investir l'espace public, mais ces milices populaires-là risquent de jouer pendant la campagne. Et en général, c'est ça qu'on a vécu à l'époque du Parti socialiste. Qu'il y avait des milices, il y avait des militants, physiquement, ils sont violents.
Et Cheikh, comment prévenir aujourd'hui cette violence qui risquerait de provenir de ces milices populaires? Comment les prévenir aujourd'hui d'ici aux législatives? D'ici les législatives, je pense qu'il faut appeler les acteurs à la sérénité. Parce qu'après tout, on n'a qu'un seul pays et c'est le Sénégal. Parce qu'aller vers des élections législatives, comme l'a dit le doyen, le pouvoir central actuellement sait pertinemment que sa popularité est en baisse. Et c'est une réalité, il faut l'accepter. Vous savez, il faut prendre, je ne vais pas dire prendre exemple sur la France même, mais regardez la première ministre française après les élections législatives, sa déclaration. Mais elle a dit tout simplement, il faut accepter notre défaite. En quelque sorte, c'est ce qu'elle a dit. Donc, je dirais que, je ne vais pas dire que Benno va tout droit vers sa défaite, mais il faut que Benno accepte, il faut que le pouvoir actuel accepte que les Sénégalais ont choisi, les Sénégalais commencent à comprendre, les Sénégalais veulent du changement. Et ce changement-là, il faut aller vers les élections et l'accepter de manière démocratique. Si vous gagnez, c'est bien, mais si on vous gagne aussi, il faut l'accepter. Parce que le Sénégal a connu une trajectoire démocratique assez importante et c'est pourquoi on a un respect au niveau international et au niveau africain, on nous prend comme exemple. Donc, je pense qu'il n'est pas trop tard pour le président de la République et son ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, de pouvoir rectifier le tir, d'appeler les acteurs à la raison et de les permettre aussi de vraiment, moi je dis... Et par rapport à cette rectification du tir, il y a des propositions aujourd'hui de part et d'autre. Certains observateurs et partenaires du Sénégal, à l'image de l'Union européenne, ont appelé les autorités aujourd'hui à aller vers le report de ces élections législatives-là. Selon vous, est-ce une solution de reporter ces élections législatives pour s'asseoir et essayer de trouver une solution à la situation actuelle? Pour moi, c'est ça la solution, s'asseoir et trouver un consensus. Je veux dire les acteurs, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. Mais comme je... Est-ce que cela ne risque pas d'impacter également sur le calendrier électoral? Le Sénégal a d'autres élections en vue en 2024. Exactement. Et une élection présidentielle Une également. Élection présidentielle, c'est pourquoi je dis que les acteurs, ils doivent se réunir. Il faut que le ministre de l'Intérieur, qui est pratiquement en charge de ces élections-là, puisse ouvrir sa porte aussi, écouter l'opposition, parce que quoi qu'on puisse dire, ils sont représentatifs, c'est des Sénégalais. Ils demandent vraiment les suffrages des Sénégalais. Donc il est temps qu'ils les écoutent et qu'ils puissent prendre à bras le corps, je dirais même, de leurs interprétations, de leurs demandes. Parce qu'on ne peut pas imaginer aussi une élection au Sénégal sans la coalition aussi Yewwi Askan Wi, parce que c'est devenu une réalité politique. Au Sénégal, Benno Bokk Yakaar est là, Wallu est là, mais Yewwi Askan Wi a fait ses preuves au niveau des élections locales passées, notamment dans de grandes villes comme ici Dakar, qui représente presque 25% de l'électorat du Sénégal. Donc il faut prendre vraiment sa responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur, mais aussi le président de la République doit vraiment savoir lire entre les lignes. Parce que ce qui se passe actuellement au Sénégal, vraiment c'est un précédent dangereux. On nous parle de terroristes à gauche, de forces occultes à droite. C'est quelque chose vraiment qui menace la stabilité. Également de rebelles du MFDC, Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, arrêtés à Dakar à l'occasion de manifestations pacifiques de l'opposition. Et pour ce qui est de ce report-là, en tout cas officiellement, à 2 ou 3 reprises, le président sénégalais Macky Sall s'est exprimé pour faire savoir que ces élections législatives-là se tiendront à date échue. Et monsieur, si pour une bonne partie de l'opposition, surtout cette coalition-là, Yewwi Askan Wi dont il est question, au-delà de la question de leur liste, leur combat est pour la dénonciation de ce qu'ils appellent un recul, noté en termes d'acquis démocratiques, de restriction des droits et libertés, de violation des textes législatifs. Partagez-vous ce point de vue des leaders de l'opposition ou de cette coalition de l'opposition? Oui, c'est le constat. C'est le constat qu'il y a en tout cas une situation qui est là, qui montre clairement que l'opposition a voulu manifester. Le 17, ça a été interdit, il y a eu des conséquences, des arrestations, des procès. Bon, aujourd'hui, au moment où nous parlons, toutes les manifestations prévues à l'intérieur du pays sont interdites par les autorités administratives. Et je pense que là, à ce niveau-là, il faudrait que le président de la République, quand même, recentre le gouvernement. Que c'est le gouvernement qui doit organiser les élections. Et ce que les Sénégalais attendent du président de la République aujourd'hui, c'est des élections transparentes. Que ce soit les locales, ça s'est bien passé globalement. Les législatives, on attend ça du président. La présidentielle de 2024, je pense, à mon avis personnel,
que le président n'a pas mesuré son rôle dans la stabilisation du Sénégal. C'est lui seul qui peut organiser des élections acceptées par tous les acteurs. Et ça, c'est une tâche. Mais la deuxième responsabilité également... Mais est-ce qu'aujourd'hui, le déploiement des FDS, les forces de défense et de sécurité dans les rues de Dakar, pour veiller aujourd'hui au respect des décisions prises par les autorités administratives, n'est-ce pas aussi pour lui une façon de veiller à cette stabilité du pays? C'est le contraire. C'est ça l'engrenage. Le Sénégal a prouvé aux yeux de tout le monde le 7 juin qu'on était mûr pour une démocratie pluraliste. Il y a eu une manifestation, il y a eu de la détermination. Les acteurs qui ont organisé se sont retirés calmement. Il n'y a pas eu de dégâts. Le 17 juin, s'ils avaient autorisé cette manifestation, il n'y aurait pas de dérapage. Au contraire, quand ils ont mis les forces de sécurité dans les espaces publics après interdiction, mais ça a donné les conséquences. Donc le président, s'il jette l'armée, les forces de sécurité, dans un débat de temps tendu, mais il fait le mauvais choix. C'est ça l'engrenage. Et je pense que maintenant, il ne faut pas aussi qu'on soit naïf. La peur du troisième mandat pèse le déploiement de ces forces de sécurité. Et on revient tout de suite sur cette peur du troisième mandat. Je rebondis, cher, sur ce qu'a dit tout à l'heure M. Sy, par rapport à la manifestation de l'opposition du 8 juin. Une manifestation autorisée, encadrée, qui s'est bien déroulée sans heurts majeurs en tout cas. Aujourd'hui, le 17 juin, une autre manifestation interdite, réprimée, conséquence 3 morts. Est-ce que cela ne reviendrait pas à se poser la question, à savoir, autoriser une manifestation et l'encadrer serait beaucoup plus facile que l'interdire et la réprimer, en tout cas au Sénégal? Exactement, Daouda. Daouda, vous le savez, on est dans un régime déclaratif. Le droit de manifester est autorisé par la Constitution. C'est une déclaration préalable qu'il faut faire au niveau des autorités administratives. Donc le droit de manifester est tout simplement autorisé par la Constitution. Lors de cette première manifestation de l'opposition, mais la manifestation s'est déroulée parfaitement. On a vu même après la manifestation les jeunes en train de nettoyer la place de la nation, ce qui est vraiment extraordinaire. Cela a montré que le Sénégal est une grande démocratie. Une belle image de citoyenneté, vraiment. C'est un don de soi, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, lors de la deuxième manifestation, vous interdisez cette manifestation, vous réprimez cette manifestation il y a 3 mois. Donc vraiment, il faut parler avec qui finalement? Je me dis que le pouvoir vraiment a la responsabilité vraiment de permettre aux Sénégalais de s'exprimer librement, de pouvoir manifester leurs droits. Ça, c'est garanti par la Constitution. Il ne faut pas nous amener en arrière. Vraiment, le Sénégal a avancé dans beaucoup de secteurs, mais on a tellement de problèmes politiques qu'on a l'impression que le pays est en train de marcher en arrière. Parce qu'on veut nous ramener vers les années 60, vers les années 80, où vraiment les interdictions venaient de tous bords. Donc actuellement, ce qui prime, c'est de vraiment permettre à cette coalition de l'opposition-là de pouvoir manifester lorsqu'ils vont déposer une prochaine manifestation au niveau du préfet de Dakar. Et M. Sy, pour en revenir à cette question de troisième mandat ou troisième candidature, après les législatives de juillet prochain, le Sénégal tend vers un autre scrutin majeur, en l'occurrence la présidentielle de 2023. Déjà, la question d'une troisième candidature ou non de l'actuel président Macky Sall n'est pas encore vidée. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que ces interdictions de manifestation, ces répressions également que l'on voit et les changements intempestifs également que l'on a vu de la Constitution ne risquent pas aujourd'hui d'envenimer cette situation déjà attendue? Si le président se présente, il aura en face de lui la jeunesse sénégalaise. Ça, c'est une hypothèse de travail. On a vécu les événements de mars 2021. Pendant une semaine, le pays a failli basculer dans la violence. Et ce qu'on constate même par rapport aux événements récents, c'est que le refus d'une candidature probable du président, c'est ancré dans la tête de la jeunesse, c'est ancré dans la tête des Sénégalais. Il y a une frange de l'opinion qui n'accepte pas une troisième candidature. Je crois que... je rappelle que c'est depuis 2012 avec la troisième candidature de Wade à la présidentielle de 2012. Et je pense que c'est justement cette tension au niveau des législatives est une preuve qu'il faut anticiper.
que le président il doit anticiper, sa majorité doit anticiper. On sait qu'il y aura un conflit entre la candidature et des franges importantes de l'opinion. Comment anticiper si on n'a pas de consensus? Même le code électoral, il n'y a plus de consensus pour aller voter. A fortiori, les candidatures. Les candidatures, il faudrait que les acteurs politiques quand même anticipent sur ce débat-là. Pourquoi pas provoquer un débat sur la Constitution pour ne pas emprisonner le processus de la présidentielle. On a vu comment... Ne pas emprisonner le processus de la présidentielle. Et le président Macky Sall sera-t-il candidat ou non à une troisième candidature en 2024? L'avenir en jugera, mais il sera question en seconde partie du débrief de parler d'une autre présidentielle en Somalie, qui a un nouveau président et un nouveau premier ministre. Le pays attend son nouveau gouvernement. Quel chantier aujourd'hui pour ce pays de la Corne de l'Afrique? Le développement en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Cheikh Sadibou, après un mandat de 5 ans entre 2012 et 2017, Hassan Cheikh Mohamoud redevient président de la Somalie en battant en mai dernier Mohamed Abdullahi Mohamed Di Formaggio qui lui avait succédé à ce poste. Que retenir aujourd'hui du nouveau président somalien? Ce qu'il faut retenir actuellement du nouveau président somalien, c'est que c'est un pacifiste. Il a toujours œuvré pour la paix, malgré qu'on sait que ce pays est un pays instable. Il y a des problèmes ethniques, il y a des problèmes sécuritaires avec les Chebab qui commettent des exactions au niveau de certains territoires. Mais nous espérons que l'actuel président, l'actuelle équipe gouvernementale va réussir vraiment à apporter la paix et la sérénité pour ce pays. Parce qu'on a vu que ces dernières années, Farmajo et Rebels avaient des problèmes. Ces problèmes ont conduit même à des prises d'armes au niveau de Mogadiscio, qui ont failli faire déborder ce pays dans l'insécurité. Mais jusqu'à présent, on sait que c'est un pays sensible, c'est un pays instable. Donc l'actuelle équipe gouvernementale, ce qu'on s'attend, c'est de régler les problèmes sécuritaires, les problèmes ethniques, mais aussi les problèmes liés à la famine et les problèmes économiques. Parce que nous le savons, la famine menace la Somalie. En 2011, il y avait eu plus de 200 000 morts liés à la famine. 260 000 morts. 260 000 morts donc, liés à la famine. Donc tous ces problèmes-là, il faut essayer de les résoudre. Malgré la sécheresse et d'autres problèmes économiques qui ont plombé ce pays, avec aussi la Covid-19 qui a freiné l'avancée économique. La Banque africaine de développement même prévoit un taux de croissance de moins de 2% pratiquement. Donc il faut aider ces pays, il faut permettre à l'équipe gouvernementale de pouvoir travailler. Mais ce qui est important de souligner, c'est l'aspect sécuritaire. Parce qu'un pays ne peut pas avancer sans qu'on vraiment essaie de résoudre ses problèmes sécuritaires. Et cela fait partie des points qui tiennent à cœur d'ailleurs le nouveau président somalien, cet aspect sécuritaire-là. Monsieur Sy, le nouveau premier ministre de la Somalie, Hamza Abdi Bar, député de l'État du Jubaland dans le sud du pays et membre du parti du président Mohamoud, a été approuvé par le Parlement somalien. 21e premier ministre, il succède ainsi à Mohamed Hussein Robal. Selon vous, quel gouvernement pour le premier ministre Bar? Surtout face à ces problèmes internes que l'on connaît dans le pays, ces scissions qu'il y a également du territoire somalien. Bon, je crois qu'il faut un gouvernement bon, qui soit conscient quand même des missions. Il y a des missions qui sont là que Cheikh a posé tout à l'heure, dont la corruption. C'est un facteur qui a déstabilisé ce pays. Bon, la Somalie fait partie des pays les plus corrompus. Pour un pays pauvre, c'est un paradoxe. Que ce gouvernement, il faut qu'il ait des techniciens capables d'avoir une bonne gouvernance. Je pense que la mission de bonne gouvernance, elle doit être essentielle. Maintenant, il y a les questions transversales. C'est un pays pauvre, c'est le prototype du pays africain. C'est que tous les maux de la Somalie se retrouvent partout en Afrique. Que ce soit la pauvreté, l'éducation, les trucs l'éthicisme, le terrorisme, la dépendance, la déportation. Donc c'est vraiment un pays qui vit des difficultés énormes.
Et ça, il faudrait que le gouvernement ait des priorités. Ils ne pourront pas régler tous les problèmes, mais à mon avis, il faut que le gouvernement ait comme axe la bonne gouvernance. Maintenant, qu'il y ait des priorités. Voir par exemple la famine. Mais la famine est là depuis des décennies et des décennies. Quelle politique agricole, quelle politique de transformation des produits de base? Pour moi, la question de l'agriculture, il faudrait quand même que la Somalie ait au moins une stratégie pour développer son économie. Maintenant, il y a les questions évidemment de sécurité. Est-ce que ce pays-là ne va pas sombrer sous le coup du terrorisme, sous le coup des conflits ethniques? Quelle politique ils doivent faire pour trouver un consensus, au moins sur les grandes questions, que ce soit contre les Chebab, que ce soit contre les conflits interethniques, et même par rapport aux pays qui entourent la Somalie, les voisins. Donc, c'est une grosse responsabilité pour ce gouvernement. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir s'asseoir pour élaborer une stratégie d'un côté, mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas oublier que les pays partenaires quand même ont un rôle à jouer. La Somalie seule ne peut pas s'en sortir. Il faudrait que l'Union africaine, que l'Union européenne, les États-Unis sont déjà présents là-bas sur le plan militaire. Et une mission de l'Union africaine est également présente sur le terrain somalien, et une mission d'ailleurs qui était en fin aujourd'hui de mandat, un mandat qui a été renouvelé, et nous développerons cela tout à l'heure. Cheikh, vous avez développé tout à l'heure quelques défis qui attendent aujourd'hui le nouveau président somalien, les terroristes Chebab, la famine, la crise interne, la réconciliation politique, autant de défis qui attendent aujourd'hui ces nouvelles autorités somaliennes. Quelle priorité pour le président Mohamed selon vous et son Premier ministre? D'abord, pour moi, la première priorité, c'est d'abord l'insécurité. Il faut vraiment gagner le pari de la sécurité. Parce que ça fait presque 15 ans ou plus de 15 ans que les Chebab, que les terroristes Chebab mènent des exactions, même des crimes contre l'humanité au niveau de certaines régions de la Somalie. D'abord, si ce problème sécuritaire est réglé, je pense que ce pays pourra se mettre sur les rails du développement. Et il faut essayer d'aller vers l'avant, parce que pendant plus de 15 ans, vous faites la guerre, vous utilisez l'armée, vous utilisez des bombes, vous n'avez pas de solution concrète. Je pense que donc la solution est d'aller autour d'une table et de parler de paix, d'appeler ces Chebab, de les raisonner, d'essayer de trouver une alternative qui va les permettre de reconstituer le pays. Mais aussi, ces tensions aussi sont dues à des problèmes aussi politiques. On a vu Farmajo et Rebels, lorsqu'ils qui se chamaillaient même au sein de l'exécutif. On a vu des régions comme le Jubaland et le Somaliland et le Puntland dire que Farmajo doit vraiment quitter le pouvoir, tout simplement parce que ces problèmes politiques-là sont liés à ce qu'il voulait prolonger son pouvoir. Donc son mandat, tout simplement pour dire que ces problèmes politiques, ces problèmes sécuritaires-là, dès que vous les résolvez, je pense que vous allez prendre les rails du développement. C'est ce qu'a compris l'actuel président de la République, qui est un pacifiste, qui a vraiment été au pouvoir au Somalie, qui a dirigé le pays, qui connaît les partenaires essentiels pour permettre ce pays-là de se développer. Mais aussi concernant la sécheresse, on sait que la sécheresse a pratiquement menacé l'agriculture somalienne. La Somalie exporte beaucoup de blé venant d'Ukraine. Donc actuellement, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On sait que les ports... ce qui a fortement impacté également aujourd'hui les populations somaliennes. Et on reste avec ce que vous avez soulevé tout à l'heure, des États fédérés comme le Puntland ou bien le Jubaland. Aujourd'hui, on contestait l'autorité même de l'ancien président Farmajo parce qu'il l'accusait de vouloir aujourd'hui renforcer les pouvoirs de Mogadiscio, c'est-à-dire ses pouvoirs en tant que président, alors qu'au niveau de la Somalie, c'est un système fédéral qui est établi. Est-ce que déjà ce système-là ne constitue pas en lui un problème aujourd'hui pour l'État somalien ou bien son organisation? Oui, c'est pourquoi dès l'entame de mes propos, je parlais de problèmes politiques. Le système, on peut dire que ça pose problème parce que le système commence à devenir archaïque. On a l'impression que ce système fédéralisme-là qui réunit pratiquement ces États de la Somalie pose un problème. Mais le problème surtout, c'est au niveau des hommes. Parce que celui qui incarne l'exécutif, dès qu'il essaie de prolonger son pouvoir, je pense que des régions sécessionnistes
vont commencer vraiment à élever le ton pour tout simplement revendiquer sa démission ou sinon prendre leur autonomie ou leur indépendance et vraiment quitter la fédération. Ce qui est dangereux pour la Somalie. Donc, comme l'a dit le doyen, l'Union africaine et les autres partenaires de la Somalie doivent se réunir même en urgence pour vraiment accompagner la nouvelle équipe présidentielle pour vraiment permettre ce pays de retrouver la paix. Et monsieur, si on reste avec cette question des Chebab, le pays fait face depuis 15 ans à une instabilité chronique à la suite d'attaques perpétrées par ces Chebab-là. Ces derniers ont su profiter des différents électoraux entre aujourd'hui le président Farmajo et son premier ministre pour davantage renforcer leur présence dans certaines zones locales ou bien rurales et créer également de vastes zones favorables aujourd'hui à leur combat ou bien à leur engagement. Comment arriver aujourd'hui à une stratégie anti-Chebab en Somalie? Bon, je crois qu'il faut quand même une lecture dynamique. Alors, ce phénomène Chebab, il est là, il risque d'être là pendant encore longtemps. Et ça prend une dimension politique. Au-delà de l'insécurité qu'il crée, il y a des revendications qui sont là. Je pense que le gouvernement et le président somalien doivent quand même essayer de voir concrètement comment se rapprocher de certaines fractions qui accepteraient le consensus. Aller donc vers une négociation avec les groupes Chebab. Mais il faut négocier. Il n'y a pas d'État en Somalie. C'est ça aussi la réalité. L'État est trop faible. Et vous êtes dans un État fédéral. Bon, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de consensus, vous n'avez pas l'unité nationale, vous demeurez fragile. Ils vont agir là où vous êtes faible. Là où l'État est absent, c'est là où le Chebab agit. Et c'est des populations rurales. Qui dit population rurale, c'est ce dont on a parlé, la famine, la corruption, l'utilisation des conflits interethniques. Donc je pense que le gouvernement devrait faire un appel, à mon avis, un appel pour l'unité nationale. Maintenant, il ne s'agit pas du tout de se compromettre avec ceux qui utilisent les méthodes violentes, ceux qui créent l'insécurité. Ils ne peuvent pas être invités autour d'une table. Donc, dialoguer, lancer un appel de dialogue, d'autant que quand même, bon, la chance peut-être que la Somalie a, c'est que l'Union africaine, elle est présente. Les États-Unis sont présents, la France elle est dans les parages. Donc une conférence qui serait en tout cas autour du consensus peut aider à désarmer, qu'on arrive à désarmer certaines forces qui sont assez rodées quand même, assez expérimentées dans cette lutte-là. Maintenant, voir aussi l'insertion. Comment les insérer dans le tissu politique, dans le tissu socio-économique. Il faut sortir. À mon avis, c'est ça l'idée. Une véritable politique de DDR, démilitarisation, désarmement et réintégration. Voilà. On reste également avec cette présence de l'Union africaine aujourd'hui en Somalie. Depuis sa création et son déploiement en 2007, l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, est principalement une force anti-insurrectionnelle. Elle compte plus de 19 000 soldats, un peu moins de 1100 policiers et 70 civils. Sa mission a officiellement pris fin en décembre 2021, le 31 décembre 2021. Aujourd'hui, quel bilan est-ce que vous tirez du déploiement de cette mission panafricaine multidimensionnelle dans ce pays de la Corne de l'Afrique? D'abord, j'aimerais saluer cette mission parce que, quoi qu'on puisse dire, l'Union africaine a fait des efforts en envoyant sa mission au niveau de la Somalie pour essayer de ramener la paix et la sécurité. On peut pas... Une mission dont le financement a été surtout soutenu par les Nations Unies et certains partenaires techniques et financiers, puisque l'Union africaine n'a pas également les moyens de financer une mission de cette ampleur-là sur cette durée. Oui. En général, beaucoup de missions de l'Union africaine au niveau de la Corne de l'Afrique sont pratiquement appuyées et soutenues par d'autres partenaires étrangers, mais comme les États-Unis. Même concernant les États-Unis qui ont été déployés en Somalie avec l'opération Restore Hope de 1994.
Pratiquement, les djihadistes américains ont été massacrés pratiquement par Farah Aidid. Donc, pour vous dire que ce pays a toujours connu ces moments d'instabilité-là. Maintenant, l'Union africaine, avec cette mission-là, nous l'encourageons. Nous voulons que l'Union africaine puisse réussir à permettre à ce pays vraiment de sortir de ses problèmes ethniques. Mais il n'appartient pas seulement à l'Union africaine aussi de vraiment vouloir résoudre ce qui se passe sur le terrain. Certes, ces soldats ont des missions vraiment bien définies comme l'interposition, comme la sécurité, comme de préserver les biens et les services. Tout cela rentre dans le cadre de la protection et la sécurisation du pays. Mais ce qui est aussi important de dire, c'est que, comme l'a dit le doyen, il faut réussir à réunir les différents protagonistes autour d'une table de négociation parce que les Chebab, certes, ils commettent des exactions, mais il faut essayer de voir les branches qui sont plutôt pacifiques. Essayer de parler avec eux, vraiment de dérouler un calendrier qui va leur permettre de retrouver la paix. Sinon, vraiment, on risque de perdre ce pays. La Somalie connaît des moments de trouble depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc il est assez important d'appuyer l'Union africaine en ce sens-là, en permettant à ce pays vraiment de retrouver la sérénité. Et par rapport à cet appui de l'Union africaine, depuis le 30 mars 2022, l'Organisation des Nations Unies a approuvé la continuation de cette force, mais sous une autre forme. C'est-à-dire aujourd'hui, ça a été reconfiguré et rebaptisé ATMIS, c'est-à-dire Mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Celle-ci prévoit une stratégie militaire plus offensive, combinée à un retrait progressif d'ici à 2024. Comment aujourd'hui cette nouvelle force pourrait accompagner le nouveau gouvernement somalien et son président pour aller vers cette lutte contre les Chebab? Ou bien cette éradication, si possible, des groupes Chebab? Moi, je crois qu'il faut faire les deux. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a un État très faible. Quand on dit État faible, c'est vrai, il y a la gouvernance, mais il y a aussi l'armée. Il faut aller dans le sens d'avoir une armée suffisamment professionnelle, qu'elle soit formée, qu'elle soit impliquée dans le maintien de l'ordre. Maintenant, à côté de l'État, toute la question, c'est comment gouverner. Il faut s'asseoir autour d'une table, voir quelles sont réellement les priorités. Tout à l'heure, on parlait des Chebab. Mais c'est clair que ce n'est pas un mouvement homogène. Il y a des tendances, il y a des conflits comme partout en Afrique. Donc, voir est-ce qu'il y a des acteurs qui peuvent accompagner cette transition-là. Si la transition elle est sortie d'une conférence, par exemple, réunissant tous les acteurs politiques, je pense qu'en reconstruisant l'État et en mettant en place des politiques publiques, la Somalie va s'en sortir. Ce qui est mauvais, c'est ne pas régler les priorités, laisser les Chebab continuer leur lutte. Ça va mettre la Somalie dans un cycle d'instabilité. Donc, à mon avis, ce que l'Union africaine peut faire, c'est vraiment d'aider à reconstruire l'État. Qu'on ait une vision long terme, sur 10 ans, 15 ans à venir, reconstruire l'État, mais jeter aussi les bases du développement. La Somalie ne peut pas continuer de vivre la famine, la corruption, l'insécurité. Et ça, pour sortir de ça, je pense qu'il faut que toutes les forces somaliennes se coalisent. Le gouvernement seul ne pourra pas. On est dans un cadre, comme on l'a dit, un État fédéral. Mais il y a des États, il y a des zones où l'État fédéral est faible. Donc il faut faire les deux. L'État fédéral, le renforcer, mais les États qui sont quand même relativement autonomes, et comment trouver les moyens de renforcer ces États-là pour renforcer l'unité. Je crois que c'est possible. Et c'est même la mission de l'Union africaine. L'Union africaine sait que la Somalie souffre. Il faut que la Somalie sorte de cette crise qui dure depuis plus de 30 ans. Et par rapport à cette souffrance aujourd'hui de la Somalie, selon la Banque mondiale, 71% des Somaliens vivent avec moins d'1,90 $ par jour, soit 1,80 €. Endettés et en manque d'infrastructures, l'économie somalienne est également dépendante des aides internationales. Faudrait-il alors, par rapport à tout cela, un réel plan Marshall pour un pays comme la Somalie?
Je ne dirais pas un plan Marshall, mais prendre en charge ses priorités. C'est tout simplement ça. L'actuel gouvernement doit savoir qu'un pays où les gens vivent avec moins de $1 par jour, c'est un pays pratiquement voué à l'échec. Donc il faut essayer de renverser la situation. Mener des politiques publiques qui vont favoriser l'attractivité de la Somalie au niveau économique. Parce que quoi qu'on puisse dire, ce pays a des richesses. Ces pays de la Corne de l'Afrique regorgent de richesses, que ce soit le pétrole, le gaz ou d'autres minéraux. Donc il faut redéfinir des politiques publiques, mais aussi, je dirais, démilitariser la population, parce que ce pays a une population fortement militarisée. Pratiquement dans beaucoup de quartiers de Mogadiscio, les jeunes sont formés en milices, détiennent des kalachnikovs et qui sont prêts à s'entretuer. Mais est-ce que cela ne s'explique pas par la menace sécuritaire à laquelle le pays est confronté avec les attaques Shebab? Exactement. Donc, pour régler le problème économique, il faut d'abord régler le problème sécuritaire. Et comme l'a dit le doyen, il faut le régler à long terme. Et régler aussi ses priorités concernant l'économie, concernant l'agriculture. Et dès que ce pays va pouvoir régler ces problèmes-là, je pense que la Somalie va vraiment peut-être renaître. La Somalie va renaître de ses cendres parce que c'était un très grand pays qui a une histoire vraiment riche, qui a participé au développement de l'Afrique, mais c'est surtout avec ses problèmes politiques internes, avec le terrorisme aussi des Shebab, que ce pays a plongé vraiment dans les abysses. Donc il est actuellement prioritaire que ce gouvernement puisse redéfinir ses priorités. Et par rapport à la redéfinition des priorités et des problèmes politiques internes soulevés par Cheikh Sadibou, on avait constaté entre le président Formaggio et son premier ministre Roubel des tensions en interne, des tensions politiques qui avaient même abouti à des affrontements entre forces de défense et de sécurité somaliennes. Aujourd'hui, comment arriver également à une réunification au-delà de la population, mais à une réconciliation aujourd'hui des forces armées somaliennes, puisque ce pays aussi a des forces armées quand même divisées? Je crois en tout cas c'est la question majeure, parce que l'issue de la Somalie dépendra des capacités à construire un État. Évidemment, il y a des conflits politiques. Et ces conflits politiques, je crois, pour l'essentiel, résultent de la gouvernance institutionnelle. C'est un État fédéral très faible qui n'a pas d'impact sur les régions autonomes là. Et ça, il faudrait, autant il faut reconstruire l'État, autant il faut reconstruire l'armée. Et ça, c'est deux piliers, c'est ça les deux piliers d'un État. Vous avez un pouvoir étatique qui a au moins un consensus entre le président et le premier ministre. Bon, n'oublions pas aussi les autres institutions. Donc c'est ce travail-là qui va être compliqué, hein, parce que quand même c'est une situation de crise permanente que la Somalie vit. Et ça veut dire que pour moi, les priorités économiques, ce n'est pas normal qu'un pays soit dans la sécheresse depuis 30 ans. Ce n'est pas normal qu'un pays africain, tu ne vis que de l'agriculture. Bon, deuxième problème, c'est les problèmes ethniques. Mais vous ne pouvez pas développer un État, une armée avec des conflits interethniques. Les ethnies, c'est ça qui fait exploser nos États. Bon, il y a maintenant le consensus politique. Je crois que bon, les Somaliens ont intérêt à travailler sur les consensus politiques sur le long terme. C'est-à-dire partager le pouvoir, gérer les priorités, avoir des scénarios de sortie de crise. Comme je disais, sur 10 ans, s'ils s'accordent, ils peuvent s'en sortir. Mais si les divisions interethniques persistent, les divergences politiques persistent, mais c'est ça qui nourrit le Shebab. Et à côté des divisions et divergences, vous avez soulevé un autre point assez intéressant, à savoir la question de la sécheresse en Somalie, une sécheresse qui traverse le pays depuis des années. La saison des pluies a échoué pendant 2 ans en Somalie et cette année également, c'est la même chose. La vie des gens aujourd'hui dans ce pays dépend tellement du bétail et des animaux et de ce fait, ces derniers sont aujourd'hui en danger, à savoir les gens qui dépendent aujourd'hui de l'élevage et de
l'agriculture en Somalie. Le bétail, l'élevage constituent l'épine dorsale économique même de ce pays avec plus de 70% de revenus. Comment donc faire face par rapport à cette situation que connaît la Somalie? Surtout pour ce qui est de cette question du bétail aujourd'hui et également de l'agriculture pour permettre à la Somalie de revigorer ou bien de remettre sur les rails son économie. Daouda, cela vous montre que tout simplement, il n'y a pas de politique publique sérieuse concernant l'agriculture et l'élevage au niveau de ce pays. On vous dit en 2011, il y a eu plus de 260 000 morts dus à la famine. Donc, il n'y a pas de politique sérieuse de la part du gouvernement somalien concernant... 11 ans plus tard, le même problème est toujours aussi d'actualité. Voilà. En 2022, 2011-2022, on nous parle de 40% de la population somalienne, pratiquement plus de 6 millions de personnes sont menacées par la famine. Tout simplement, cela montre que le gouvernement ne connaît pas ses priorités. Parce qu'un pays qui est menacé par la sécheresse, où il n'y a pas d'autre alternative à part la pluie, attendre la pluie jusqu'à quand? Mais il y a d'autres alternatives qui vous permettent de pouvoir ramener l'eau, de pouvoir drainer les territoires somaliens et permettre de favoriser l'agriculture. Mais au lieu de cela, les dirigeants somaliens pratiquement sont, je dirais, des dirigeants corrompus parce qu'il y a des indices qui le montrent. La corruption est à un niveau vraiment élevé en Somalie. Donc, ce qu'il faut faire actuellement, c'est de redéfinir les politiques publiques concernant l'agriculture, l'élevage et les secteurs vitaux qui vont permettre à la population somalienne de pouvoir s'en sortir et de permettre à la population de vraiment être en paix, mais aussi de résoudre ces problèmes sécuritaires, mais aussi ces problèmes liés à la famine. Des défis que compte relever le nouveau président ou l'actuel président somalien ainsi que son gouvernement. Mamadou Sy Albert, nous sommes presque à la fin sur juste quelques secondes. Le pays, à savoir la Somalie, sort de plus d'un an de tension autour de l'organisation des élections. J'ai rappelé tout à l'heure l'épisode Roubal Formaggio. À cela s'ajoute la question du Somaliland qui a déclaré son indépendance depuis le début de la guerre civile en Somalie en 1991 et une grande pierre également d'achoppement aujourd'hui, ce qui constitue un réel problème même dans ce pays-là. Comment arriver aujourd'hui à une réconciliation des Somaliens? Tout à l'heure, nous parlions d'une réconciliation ou d'une réunification des forces de défense somaliennes. Mais aujourd'hui, comment arriver à une réunification ou une réconciliation des Somaliens pour dépasser aujourd'hui ces questions ethniques, tribales et même ces autres questions qui divisent ce pays-là? Bon, je crois que, en tout cas, de manière ramassée, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Il faut reconstruire la mémoire de la Somalie. Je veux dire que c'est une histoire très riche que ce pays a. Bon, sur le plan politique, sur le plan culturel, il faut que les Somaliens aient un récit commun. Si un pays est éclaté entre les ethnies, avec les Chebab, avec la classe politique divisée, mais il faut retrouver les ressorts de l'unité de la Somalie. Donc, retrouver les ressorts de l'unité de la Somalie pour arriver à une réconciliation nationale entre Somaliens. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Nous recevions M. Mamadou Sy Albert, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Daouda. Merci également à M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en relations internationales et sciences politiques. Merci à vous également. Merci à vous, Daouda. Merci également à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.